Bonjour, bienvenue sur Mosaïque. On est aujourd'hui en compagnie de Brigitte Hulmeau-Bliat. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes avocate et vous dirigez à Jérusalem la Midreshet Yehuda Manitou. Alors, il faut rappeler que Yehuda, c'est le prénom hébraïque du Rav Léon Ashkenazi. On aura l'occasion, j'imagine, de le citer dans cet entretien. On évoque avec vous donc la signification de la mobilisation tout à fait exceptionnelle, soulignée par chacun, des jeunes Israéliens au lendemain du 7 octobre. Cet événement, dites-vous, doit être compris dans le cadre plus vaste de l'histoire des civilisations. Vous allez très loin pour insister sur ce point particulier de cette mobilisation. De quoi donc est-elle le signe selon vous? Oui. D'abord, cette mobilisation, elle a étonné tout le monde puisque juste avant, il y a eu des appels des hauts gradés de l'armée à la désertion dans le cadre de ces manifestations et de la grande rupture à l'intérieur du peuple. Mais, à mon avis, cette mobilisation est le signe de la singularité d'Israël et je vais m'expliquer. Israël se divise en deux parties, si je puis dire, au plan idéologique. Toute une partie se considère comme faisant partie de l'Occident, des sociétés occidentales développées. D'ailleurs, toute l'organisation du pays, politique, économique, est calquée sur l'Occident. Je dirais même que la référence ultime de tous les discours, dans tous les débats, c'est le modèle des nations éclairées occidentales. Or, ce qui fait la mobilisation extraordinaire, beaucoup plus que les soldats se sont précipités, même ceux qui n'avaient pas été appelés, il faut le savoir, et le courage de ces soldats encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver en Occident. On ne peut pas le trouver en Occident pour la raison simple que vous n'avez plus d'armée de citoyens, ni aux États-Unis, ni en Europe, à part peut-être, à part la Suisse, oui, ça je sais. Et la raison pour laquelle il n'y a plus d'armée de citoyens, c'est une raison extrêmement profonde. Ça n'est pas seulement une raison technique. La raison profonde, telle que je la comprends, c'est que les jeunes en Occident ne veulent plus risquer leur vie parce que pour eux, il n'y a aucune raison au monde de mettre sa vie en danger. Alors pour expliquer ça, je vais vous raconter une petite histoire que raconte un psychologue qui s'appelle Charles Mellman. Il a écrit un livre avec un joli titre qui s'appelle d'ailleurs L'homme sans gravité. Il dit qu'avant, les gens venaient le voir parce qu'ils étaient névrosés, c'est-à-dire qu'il y avait conflit entre le principe de plaisir et le principe de réalité. Et puis maintenant, dit-il, les gens viennent me voir pour une autre raison. Comme nous sommes dans une société très permissive, ils ont déjà épuisé tous les plaisirs et ils n'ont plus de désir de vivre parce que leur vie n'a pas de valeur à part le plaisir. Et le plaisir, ils ont déjà tout vu, donc il ne reste plus rien. Ce sont des gens qui sont tournés vers la mort. Ce sont des gens qui n'ont plus envie de vivre. Vous comprenez? Donc c'est pour cette raison, à mon avis, parce que l'Occident est devenu une société qui n'a plus de valeur. Et c'est pour cette raison-là que l'Occident n'est plus capable de se battre. Voilà le premier point. C'est un point important. Ce que je veux dire en gros, mais je vais le démontrer, après tout c'est mon métier de démontrer, je veux démontrer que la mobilisation au lendemain du 7 octobre est la preuve de la singularité d'Israël et que c'est cette singularité-là qui est la seule capable de s'opposer à la barbarie, au terrorisme, aux islamistes tels qu'ils se sont révélés le 7 octobre. Et pour cela, je veux parler d'un livre qui a été écrit il y a 20 ans. Ce livre a été écrit il y a 20 ans par Thérèse Delpech, qui est agrégée de philosophie,
Et son livre s'appelle L'ensauvagement, retour de la barbarie au XXIe siècle. Regardez comme c'est un livre prophétique. Et elle dit ceci, elle dit l'Occident n'a aucune possibilité de vaincre les barbares et les barbares islamistes en particulier. Et elle donne plusieurs raisons à cela. Elle explique que les islamistes, premièrement, ils ont une conception du temps tout à fait différente de celle de l'Occident. Ensuite, ils n'ont pas peur de la mort. Et enfin, ils sont extrêmement motivés. Alors, par rapport à ça, l'Occident postmoderne vit dans l'instant. Il n'accorde plus d'importance à l'histoire, puisque l'histoire n'est rien d'autre que des récits. Et il ne s'intéresse pas tellement non plus au futur, puisque c'est l'instant qui est valorisé. Donc, c'est une faiblesse, si vous voulez, par rapport aux musulmans qui ont une grande patience. On a découvert récemment, vous avez certainement vu, un plan de conquête des États-Unis sur 100 ans. Regardez de quoi on parle. Au-delà de la vie d'un homme, au-delà d'une génération. Okay. Ils ont de la patience. Tandis que les Occidentaux sont impatients. Rapport à la mort, ça c'est facile. On sait très bien que les musulmans n'ont pas peur de la mort. Ils se sacrifient avec plaisir. Tandis que les Occidentaux, ils aiment la vie. Ils aiment, je dirais, la bonne vie. Ils aiment une vie de plaisir. Enfin, en ce qui concerne la motivation, on en a déjà parlé, il n'y a plus d'armée de citoyens dans les pays développés. Et je dirais même quelque chose de plus au niveau de la motivation. Les Occidentaux ne croient plus en l'avenir, la preuve, c'est qu'ils ne font plus d'enfants. Et c'est quand même une preuve, pour faire un enfant, il faut avoir quelque part un petit peu confiance dans le futur. Mais par rapport à ça, donc, et alors, et dit Delpech, l'Occident ne produit plus d'idées. L'Occident qui a façonné le monde, il y a peut-être un siècle, je ne sais pas, ou deux, ou trois. Maintenant, l'Occident ne produit plus rien au niveau des idées. Et par rapport à cela, que dit la tradition juive? Si je prends par exemple la notion de temps, les Juifs, eux aussi, ils ont beaucoup de patience et ils l'ont prouvé. Combien de millénaires ont-ils attendu avant de retrouver leur souveraineté sur leur terre? Ils ont cette patience et ils vivent aussi sur la longue durée. Ils ont une histoire longue. Deuxièmement, par rapport à la mort. Alors là, vous allez me dire, le judaïsme est tourné vers la vie, tout le monde le sait. Oui, mais la vie dont on parle dans le judaïsme, c'est une vie avec des valeurs et des valeurs morales. Des valeurs morales pour lesquelles cela vaut la peine de se battre. Enfin, en ce qui concerne la motivation, bien je dis, la mobilisation au lendemain du 7 octobre nous a montré effectivement une singularité d'Israël, une singularité objective. Et dans le combat dont nous sommes témoins en Israël depuis des dizaines d'années, entre ceux qui veulent à tout prix que le pays soit un pays comme les autres, c'est-à-dire un pays occidental, et ceux qui sont partisans d'un pays juif d'ailleurs, sans trop rien définir, eh bien, on voit que si on veut être comme les Occidentaux, eh bien, nous n'avons aucune chance face aux barbares islamistes. Alors, effectivement, il y a le monde occidental, par ailleurs, critique Israël, se dresse contre Israël, trouve que précisément Israël en fait trop, que la riposte est disproportionnée, etc., d'où les appels renouvelés au cessez-le-feu. Il y a donc deux sensibilités avec un même problème face à l'islamisme qui se manifeste d'un côté comme de l'autre. Comment se fait-il que finalement le monde occidental, ou peut-être le fait-il inconsciemment, ne reconnaisse pas cette valeur que vous venez de montrer
c'est-à-dire qu'Israël est capable de faire corps, de faire face à cette menace. On pourrait dire qu'il y a une grande hypocrisie du monde occidental. Vous savez, en réalité, il faut comprendre que la menace qui est aujourd'hui aux portes d'Israël, c'est une menace qui vise tout l'Occident. Le monde entier, bien sûr, le djihad vise la conquête du monde entier, mais pour le moment, ceux qui sont visés, ce sont les Européens, ce sont les Américains aussi. C'est-à-dire que nous nous battons aussi pour eux. Ça, c'est une évidence. Mais d'un autre côté, les Occidentaux, ils ne peuvent pas réfléchir autrement qu'en tant qu'occidental. Vous voyez, moi, je pense que par rapport au judaïsme, si la vie, elle est sacrée, défendre sa propre existence, c'est tout à fait moral. Et d'ailleurs, tout le monde sait que si l'armée Israël ne faisait pas aussi attention à préserver la vie des civils, eh bien, elle aurait progressé dans la guerre bien plus rapidement. Elle aurait eu des moyens différents. Les moyens utilisés par Israël, ce sont des moyens beaucoup plus coûteux. Et tout cela uniquement pour faire le moins possible de civils. Et je crois, il y a eu un rapport du grand spécialiste mondial de la guerre à West Point qui dit que, franchement, il était persuadé qu'une guerre telle que celle que mène Israël à Gaza aurait fait beaucoup, beaucoup plus de victimes civiles palestiniennes. Donc c'est quand même une preuve. Et sans doute aussi de victimes de soldats israéliens qui sont aussi, Oui, préservés dans cette guerre. Alors, est-ce que tout cela signifie, Brigitte Hulme-Blia, que après le 7 octobre, après cette guerre à Gaza, après cet engagement de la jeunesse, de toute une génération, Israël va s'éloigner peut-être du modèle occidental qu'elle a jusqu'à présent effectivement plus ou moins suivi? Écoutez, Israël est extrêmement lié à l'Occident et aux États-Unis en particulier. Par exemple, pour faire un post-doctorat, tout le monde va à Boston. Hein. Moi aussi, j'ai des enfants qui sont allés à Boston. C'est-à-dire qu'il y a une proximité au niveau intellectuel, au niveau des valeurs. Les jeunes Israéliens et les jeunes et les militaires et les hauts gradés militaires israéliens sont aussi formés aux États-Unis. Donc, il y a une influence énorme dont la population israélienne n'est pas forcément consciente, je dirais. Il se passe des choses dans la société israélienne qui vont de soi pour la plupart des Israéliens, mais qui, à mon avis, ne devraient pas aller de soi. Je vais vous donner des exemples. Prenons l'exemple du passage extrêmement brutal qui a eu lieu en Israël au plan économique d'une société socialiste à une société ultralibérale. Pas libérale, ultralibéral. Je fais une différence entre libéral. Je suis aussi économiste, hein, je vous dis franchement. La différence que je fais entre le libéralisme et l'ultralibéralisme, c'est que dans l'ultralibéralisme, vous avez déjà tout plein de monopoles que vous trouvez sans vous casser la tête beaucoup en Israël. Et partout où l'ultralibéralisme, je ne vais pas dire sévit, bon, est appliqué, disons, il a pour résultat direct, eh bien, une augmentation des écarts sociaux. Vous savez très bien que Israël est un des pays avec le plus grand nombre d'écarts sociaux de l'OCDE. D'accord? Ceci n'est absolument pas nécessaire. On peut très bien être libéral, faire fructifier l'économie sans avoir besoin d'écarts sociaux à ce point-là. On n'a Oui, pas besoin d'hyperriches. mais justement, comment vous expliquez cela, Brigitte Hulme-Blia, parce que précisément le judaïsme, j'allais dire, véhicule au contraire des idées d'une société de justice, de tzedaka, de justice sociale. Comment est-ce que tout le pays a pu, comme ça, effectivement, enfourcher le cheval de l'ultralibéralisme sans que ça pose de problèmes politiques? Alors, je vais vous dire, là nous sommes au cœur du débat, si je puis dire. Vous avez des religieux qui s'occupent de religion, comme si on était en diaspora. Nous n'avons pas suffisamment de gens qui sont versés dans la tradition juive et qui s'intéressent, je dirais, à imaginer un État juif. Et je précise tout de suite qu'il ne soit pas un État de halakha, hein, on n'est pas là pour faire peur aux bourgeois, c'est pas la peine,
Mais la méthode qui me paraît être la bonne méthode est celle qui est utilisée dans un domaine, le droit. Ce qu'on appelle le mishpat haïvri, le droit juif. Vous avez un département du ministère de la Justice en Israël qui est dirigé par Michael Vigoda, le docteur Michael Vigoda, et qui fait, dont la démarche est la suivante. Quand il y a un problème qui se pose à l'occasion d'un procès, par exemple, eh bien, on cherche dans les sources juives s'il y a peut-être une piste, une idée. Peut-être qu'il n'y a pas, hein, on ne fait pas du totalitarisme dans le judaïsme, mais peut-être qu'il y a. Et à ce moment-là, dans certains domaines du droit qui n'ont rien à voir avec la religion. Par exemple, la protection de la vie privée, Israël était pendant longtemps très en avance sur les autres pays par rapport à cause de tel épisode dans la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant. Moi, je suis partisan d'utiliser cette démarche-là, de chercher dans les sources juives si peut-être il y a une piste dans tous les domaines de la société. La défense, l'éducation, tout. L'économie, parce que la justice sociale, c'est l'économie, qu'on me raconte pas des histoires. On va traiter la justice sociale indépendamment de l'économie, c'est ne rien comprendre. Voilà. Alors, je sais que vous dirigez la Midrashet Yehuda Manitou. On va peut-être parler un tout petit peu de Manitou. Il citait souvent son maître Jacob Gordin, qui lui avait appris à cesser d'appréhender le judaïsme à partir des catégories de pensée du monde occidental, mais à l'inverse, d'aborder donc les civilisations extérieures à partir de l'intériorité de la tradition juive. C'est vraiment une révolution du regard que finalement vous proposez aujourd'hui et peut-être qui est en train de s'imposer par la force des choses en Israël. Oui, il faut bien comprendre. Les Juifs se sont toujours intéressés aux autres cultures, aux autres civilisations. Hein, on n'est pas des gens fermés, on n'est pas des gens bornés. Seulement, il y a deux manières de s'y intéresser. Soit carrément vous adoptez toutes les catégories de la civilisation extérieure, et à ce moment-là, vous avez perdu votre propre identité. Soit d'abord, vous forgez votre propre identité. Vous savez qui vous êtes. Et à ce moment-là, après, dans le cadre de vos propres catégories, vous pouvez appréhender les autres civilisations et les autres cultures. Le problème, c'est que vous avez toute une partie des Israéliens que je dirais qui sont presque acculturés complètement. Et c'est un drame parce que le monde attend d'Israël, Israël revenu sur sa terre, de créer un État qui ait un rapport avec la tradition juive, quelque chose de différent. Et il ne s'agit pas d'être moyenâgeux, archaïque, mais pas du tout. Il s'agit aujourd'hui d'innover, mais à partir de nos propres racines. Et je ne vois pas qu'en Israël, on fasse ce travail de manière sérieuse. Et c'est par contre fondamental, c'est fondamental, y compris pour la défense du pays, c'est ce que je veux montrer. C'est-à-dire, nous avons des phénomènes objectifs qui font qu'Israël est un État différent. Mais vous savez, je vais vous dire, moi j'ai lu des universitaires israéliens qui s'appliquent à montrer qu'Israël est un pays comme les autres. Mais oui, dans les autres pays aussi, il y a une diaspora. Et puis on va garder le caractère juif du caractère juif, on va garder le folklore. Ça, je dis, c'est du folklore. C'est du folklore, parce que c'est superficiel, parce que c'est n'importe quoi, parce que c'est refuser d'être juif. En réalité, leur raison, c'est à cause des minorités non juives qui sont dans le pays, dont il faut tenir compte évidemment. C'est le fameux débat, vous savez, c'est un débat éternel, ce dont je parle. On disait démocratie contre et caractère juif du pays, mais c'est très très intéressant. Moi, si vous voulez, je peux vous en parler parce que je connais bien le sujet aussi, mais quand on dit démocratie contre le caractère juif du pays, c'est complètement faux. Pourquoi? Pourquoi ça ne s'oppose pas, vous voulez dire? Et vous dire. Comme le pays d'Israël était défini au départ comme un État juif, et puis en 92, il a été défini au plan légal comme étant juif et démocratique. L'ancien président de la Cour suprême, Aaron Barak, il dit, il est obligé d'essayer de comprendre comment appréhender le caractère juif de l'État d'Israël. Alors il dit, il faut l'appréhender à partir d'un niveau d'abstraction suffisamment élevé. Et quand on est à ce niveau d'abstraction, eh bien, le caractère juif du pays, finalement, c'est le caractère démocratique, c'est la même chose.
Et par rapport à cela, vous avez un éminent juge de la Cour suprême qui s'appelait le juge Menachem Elon. Lui, il dit, mais attendez, ce sont les sources juives qui sont à l'origine des droits de l'homme et de la démocratie. Et moi, je vous dis, dans l'introduction à la Constitution canadienne, dans le vieux Danos français, il y a des références à la Bible, puisque c'est la Bible qui a donné ça au monde. C'est-à-dire présenter le judaïsme comme quelque chose d'archaïque par rapport à la démocratie, c'est à mourir de rire. Et puis il y a quelque chose de pire encore, c'est que la démocratie, le mot démocratie, ce mot démocratie qui a été scandé dans les manifestations comme étant la référence suprême, le mot démocratie qui est utilisé n'a rien à voir avec la définition de la démocratie qu'on a appris à l'école ou qu'on a appris à Sciences Po. La démocratie, c'est devenu la nouvelle identité israélienne. Puisque bon, le sionisme ne représente plus une identité israélienne depuis longtemps. Alors, on a pris à la place la démocratie, sauf que la démocratie a zéro contenu identitaire. Alors, vous comprenez que on est loin. Alors, pourquoi c'est important ce qui s'est passé au lendemain du 7 octobre? Parce que c'est une preuve objective qu'Israël a quelque chose de différent. Ça, c'est objectif, comme la démographie israélienne que les démographes ne comprennent pas. Vous savez bien pourquoi. Parce qu'il y a une règle en démographie, plus les femmes sont éduquées, et plus le niveau de vie est élevé, et moins il y a d'enfants. Ah, mais en Israël, même dans les familles non religieuses, vous avez 3 enfants. Ah, mais comment ça se fait? On ne peut pas expliquer. Ça aussi, c'est une singularité israélienne. Si Israélienne s'éloigne du mode de pensée occidental, est-ce que ça veut dire qu'il retrouve partiellement, ou qu'il faudrait qu'il retrouve partiellement, cette culture propre dont vous parlez? Alors prononçons le mot qui est son identité hébraïque, pour refaire Manitou. référence à Manitou. Qu'est-ce que ça veut dire, hébraïque? Ça veut dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, comment je le vois, moi, je pense qu'il est fondamental de faire une start-up pour travailler à reconstruire une identité hébraïque qui corresponde à l'Israël d'aujourd'hui, tout en intégrant, bien sûr, la mémoire juive, l'histoire juive et les sources fondamentales du judaïsme. Il ne s'agit pas du tout de religion, vous voyez, pas du tout. C'est pas le problème ni du Shabbat, ni de la cacheroute, rien. C'est au plan collectif, et vous savez, le monde attend cela. C'est incroyable. Comment vous le savez? Comment vous le savez, Brigitte Je vais vous donner un Imoubia? petit exemple assez marrant. Il y a 20 ans, j'ai dirigé un numéro spécial de la Gazette du Palais, figurez-vous, sur le droit israélien. Et mon interlocuteur à la Gazette du Palais à Paris, était un avocat extrêmement croyant et pratiquant catholique. Et il m'a dit, dites-moi, ce que je voudrais comprendre, comment en Israël vous avez fait des lois qui sont en même temps des lois juives et en même temps pour un État moderne, et comprenez? C'est ça qui l'intéressait, le rapport avec la Torah. Lui, le catholique, à Paris, un avocat, pas n'importe qui, vous voyez? C'était ça qui l'intéressait. Et je me suis dit, mon Dieu, si je dis ça aux avocats israéliens de Tel Aviv, ils vont se moquer de moi. Et donc ce retour aux racines hébraïques, est-ce que finalement, malgré tout, dans ce que vous décrivez, dans cette mobilisation de cette jeunesse et dans son engagement aujourd'hui, c'est pas ça qui est les manifestations que l'on voit, y compris d'ailleurs religieuses, ou en tout cas avec des références religieuses, de solidarité, de prière collective? Est-ce que ce n'est pas cela aussi une forme de retour à cet idéal hébraïque et à cette manière de se sentir identitairement dans son identité historique? C'est de cela que je parle. Mais voyez-vous, il ne s'agit pas là d'un pays qui va se refermer sur lui-même dans son particularisme, pas du tout. Comme je vous l'ai dit, le monde entier attend cela. Mais dans l'immédiat, il faut que les Israéliens comprennent que c'est cela notre force véritable et que l'Occident est un Occident décadent complètement aujourd'hui et qu'on attend d'Israël qu'il ait
des idées nouvelles justement par rapport à la création d'une société hébraïque. Finalement, si vous réfléchissez, Herzl, il rêvait d'un État qui soit parfait finalement à tous les plans, au plan moral, etc. Eh bien, il faut continuer à rêver, il faut continuer à travailler, il faut se réveiller, parce que c'est la force intérieure d'Israël qui va lui faire gagner la guerre et aussi permettre d'être lui-même. C'est pour ça qu'on est là. Comment vous imaginez les suites politiques en Israël? Il faudra changer beaucoup de choses dans la vie politique ou on va revenir à ce qu'on Tout le voyait monde, avant? tout le monde a envie de voir finalement tous ces jeunes qui se battent rentrer dans la vie publique. Je vais vous raconter une petite histoire. J'étais allée à des Shivas, vous savez, une femme qui avait perdu son fils à l'armée. Et son fils avait été d'ailleurs tué par les forces israéliennes par erreur. Et avant, son fils était prisonnier. Cette femme s'appelle Iris Raïm, elle est connue en Israël. Et je suis allée à la Shiva, donc. Elle habite un petit moshav à l'extérieur de Jérusalem. Elle était là debout en dehors de sa maison, comme ça dans le soleil. Et il y avait autour d'elle quelques personnes qui étaient venues la voir, mais qui ne la connaissaient pas comme moi. Je ne la connaissais pas, mais j'en avais entendu parler. Une femme absolument extraordinaire qui disait libérez, mon fils est prisonnier, mais je ne veux pas qu'on le libère au prix de la vie de centaines et de milliers d'Israéliens. Comprenez? Et quand son fils a été tué, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit aux soldats qui l'avaient tué, ça n'est pas vous qui avez tué mon fils, c'est le Hamas qui a tué mon fils. Et je suis prête à vous recevoir à la maison et à vous parler. Et cette femme-là, les gens qui étaient autour d'elle lui disaient, Iris, on aimerait que tu fasses la politique, toi. Les gens ont envie d'un peu de moralité. Les gens en ont assez de la corruption. Et les gens ont envie que les gens aient comment dire, chazon, c'est-à-dire, aient un idéal, et une vision, voilà, est une vision pour Israël différente. Et ils en ont vraiment assez des petits calculs politiciens, ça c'est sûr. Ils veulent un renouvellement. Et moi, je pense que de la même manière que la force d'Israël, c'est son intériorité juive qui apparaît sans qu'on l'ait voulu dans la mobilisation des jeunes. Hein. Ils se sont pas juste mobilisés parce qu'ils défendent leur vie. Non, il y a quelque chose de plus. Okay? De la même manière, il faut continuer. La guerre est aussi une opportunité de changement. Il faut pas rater cette occasion. Et l'enseignement de Manitou en Israël, il fut essentiellement oral, hein, évidemment. Est-ce qu'il continue de rencontrer un certain écho? Parce que finalement, il répond évidemment à ce que vous dites. Enfin, il est à l'origine aussi de ce que vous nous dites aujourd'hui. Écoutez, c'est incroyable. Bon, moi, depuis que Manitou est décédé, je m'occupe de cette association qui diffuse son enseignement. Mais ces dernières années, c'est incroyable. Je rencontre des gens, des Israéliens qui parlent que hébreu, grâce au fait qu'il y a des livres qui ont été édités en hébreu par la Fondation Manitou, par Chaim Rothenberg et d'autres gens encore. Vous parlez à des gens, ils ont lu, ils savent qui est Manitou. Je vous assure, des parents d'élèves, les gens maintenant connaissent Manitou. Et Manitou est différent de ce qu'on peut trouver en Israël. Et c'est un grand espoir aussi. D'abord parce que Manitou était porteur d'unité, comme vous savez, hein. Ashkenaz, séfarade, diaspora, pas diaspora, laïque, religieux. C'était un facteur d'unité, mais dans la profondeur, oui, dans l'authenticité. Et c'est ce dont nous avons besoin en Israël. Les religieux font peur. Pourquoi les jeunes Israéliens, ils vont en Extrême-Orient quand ils ont des besoins de spiritualité? Il n'y a pas de spiritualité dans le judaïsme, sans blague. Non, c'est pas ça. C'est parce que les religieux leur font peur. Les religieux et les ultra-religieux leur font peur. Ce sont des sociétés fermées, etc. Il faut briser ces divisions
entre religieux et pas religieux. D'ailleurs, c'est l'esprit séfarade. Moi, je suis pas de naissance séfarade, mais l'esprit séfarade, il va dans ce sens-là. Il faut le diffuser. Beaucoup de tolérance, beaucoup de bienveillance, si vous voulez, beaucoup de bonhomie à cet égard. On n'est pas dans les interdits, on est dans la recherche de quelque chose de spirituel et qui est notre raison d'être. C'est une nation hébraïque, c'est ce que disait Manitou. Merci beaucoup, Brigitte Hulmeau-Blia pour cette formidable analyse, j'allais dire plaidoirie que vous avez faite pour l'avenir d'Israël. Merci infiniment. Et puis peut-être que vous engagerez vous-même en politique, on ne sait pas, dans le nouveau contexte. En tout... Mais travailler de toutes mes forces, oui. Et vraiment, merci à vous, Antoine Mercier, vous faites un gros travail. Merci infiniment, merci à tous pour votre attention. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.